Donc, rapidement, Pierre a commencé ses études supérieures à Rennes, en physique-chimie, puis il a intégré l'INSA de Rouen, dont il a obtenu le diplôme en 2021. Il a fait son stage donc, de master, c'est ça? Ouais. Ici même, sous la direction de Thomas Gaillard, du DMPE. Donc, tu nous viens de Poitiers. Il vient de Poitiers parce qu'en fait, sa thèse est une thèse cofinancée par la région Aquitaine, à Poitiers, et par l'ONERA. Et donc, c'est une thèse expérimentale, numérique, etc., qui s'est fait 18 mois à l'ONERA, ici, à Palaiseau, et 18 mois à Poitiers. Aujourd'hui, tu es à Poitiers. Ouais. Voilà. Donc, voilà les conditions de la thèse. Donc, bon, je vais être très court. Hein. Il y a des petites anecdotes, mais bon, voilà, que je vais passer parce que, bon, elles sont très anecdotiques, on va dire. Voilà, sur ton dernier congrès à Rennes, où tu retrouves tes professeurs, vous passez une soirée très sympa, et le lendemain matin, les professeurs, ils n'étaient pas clairs, ils étaient un petit peu, l'esprit embrouillé. Donc voilà, c'est des choses de ce genre. Alors Pierre va nous parler de son travail qui concerne la propulsion, et il va nous raconter et nous expliquer les principes d'un système de propulsion assez peu connu, dont le principe est connu comme beaucoup de choses en physique et en sciences de l'ingénieur depuis longtemps, mais dont les résultats récents, notamment obtenus par Pierre, commencent à intéresser beaucoup de personnes. Je vais juste quand même citer ses encadrants. Ici à l'ONERA, c'est Thomas Gaillard et Dmitri Davienko. Et aussi, de l'autre côté, disons, dans la région Poitevine, tu as été suivi et tu es encadré par Pierre Vidal, qui est un chargé de recherche, donc à Poitiers, et par Ratiba Zitoun, qui est professeur à l'ENSMA. Voilà. Merci pour cette belle introduction. Alors juste le congrès, c'était pas à Rennes, c'était à Rouen, mais sinon tout était bon. Du coup, comme les encadrants ont déjà été cités, j'en profite pour remercier aussi les financements, les instituts qui financent ces thèses, donc l'ONERA, la région Nouvelle-Aquitaine, et aussi une partie des calculs qui ont été réalisés via une allocation agency. Donc comme dit, je vais vous présenter mes résultats de thèse sur les moteurs à détonation rotative. Donc tout d'abord, on essaie toujours d'augmenter l'efficacité des moteurs, de diminuer leur consommation. Et si on reprend un peu le problème de base, on peut tracer différents cycles thermodynamiques en changeant juste le mode de combustion. On peut brûler à pression constante, donc c'est le petit cycle que vous avez en bleu. À volume constant, c'est le cycle que vous avez en noir. Ou sinon, on peut utiliser la détonation, qui a aussi un autre mode. Et on se rend compte qu'avec la détonation, on peut théoriquement augmenter de 20% l'efficacité. Donc ça va être 20% de carburant en moins à utiliser dans le moteur. Donc ça peut être intéressant d'utiliser la détonation pour récupérer cette efficacité. Donc la détonation, en deux mots, qu'est-ce que c'est? On peut voir ça comme un choc qui est couplé à une zone de réaction qui se propage à des vitesses supersoniques, donc typiquement 2000 mètres par seconde. Donc vous avez une petite structure, une petite structure 1D d'une détonation ici, où on a initialement des gaz frais à 1 bar qui vont augmenter en pression et en température quand ils passent à travers le choc et qui vont ensuite brûler. Ce qui fait que derrière l'onde de détonation, on a des pressions qui sont à peu près 20 à 30 fois supérieures à la pression initiale. Donc ça, c'est une version un peu idéalisée. Dans la réalité, on a une structure 3D plus complexe que vous avez ici dans la détonation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif ici. Donc il y a eu plusieurs concepts de moteurs à détonation pour profiter de ces 20% de gains de performance. Donc ici, quelques exemples que vous avez qui datent des années 90 et des études réalisées à l'Institut P'. Et nous, on va s'intéresser au moteur de droite, qu'on appelle moteur à détonation rotative en français, qu'on appelle généralement RDE. Donc le principe, c'est d'avoir une chambre de combustion annulaire dans laquelle on va injecter les ergols en continu, ici représentés en bleu, et la détonation va tourner dans cette chambre en consommant les ergols. Donc l'avantage, c'est qu'on a un fonctionnement en continu. On n'a pas besoin de réallumer à chaque fois le moteur, on injecte juste en continu, donc c'est assez simple. Et en plus, le moteur a un encombrement faible, donc une masse limitée, encore des gains de performance qu'on peut envisager. Et vous avez à droite ici un petit modèle théorique qui nous permet de voir qu'avec ce moteur-là, on retrouve nos 20% d'efficacité en plus, enfin entre 10 et 20% en fonction des conditions.
Donc ça, c'est dans la théorie, ça peut marcher pas mal, mais il y a quand même des pertes et des effets réels. Donc notamment sur le mélange, où on va avoir quelques dizaines de microsecondes pour injecter et mélanger les ergols avant que la détonation n'arrive. Donc ce que vous avez ici, c'est une simulation d'un R2 hydrogène-oxygène, où si la combustion est complète, on s'attend à avoir une fraction d'H2O assez importante, donc autour de 0,9. Donc on aimerait bien avoir dans la chambre en sortie quelque chose de complet, combustion complète, mais on voit qu'il y a des zones ici vertes où la combustion est mauvaise, n'est pas complète. Il nous reste des imbrûlés qui vont nous générer des pertes. On va aussi avoir de la déflagration, donc de la combustion à pression constante si vous préférez, qui dans notre cas sont considérés comme des pertes. Comme on veut brûler le maximum en détonation, si on perd par déflagration, on ne va pas avoir nos 20% escomptés de gain d'efficacité. Et enfin, on peut aussi avoir des régimes instables. Donc ici, vous avez 2 ondes contrarotatives qui vont tourner et se rencontrer à chaque fois à la même position dans la chambre. Donc ça va générer des flux thermiques à certains endroits importants et de manière générale des performances plus faibles. Donc tous ces phénomènes sont liés et ils sont beaucoup liés à la façon dont on va injecter les ergols. Donc l'objectif, c'est de se dire à comment injecter correctement et efficacement les ergols dans la chambre devant la détonation. Donc il y a déjà eu pas mal d'études à l'ONERA sur ce sujet-là, notamment la thèse de Thomas Gaillard, dans laquelle il a fait des simulations d'un moteur H2O2, d'un R2 H2O2, et ils ont proposé avec Dmitry Davydenko un brevet d'injecteur qui permet d'augmenter le mélange dans la chambre. Donc le principe, rapidement, on a 3 canaux ici sur cet exemple-là, dans lesquels on va amener les ergols séparément jusqu'à une petite préchambre ici. Les ergols vont commencer à se pré-mélanger partiellement, ils vont être mis en contact. Et ensuite, quand ils vont être injectés dans la chambre, le mélange va se faire de plus rapidement et d'une meilleure façon. Du côté P', il y a, comme je disais tout à l'heure, de nombreuses études sur la détonation, et notamment récemment un banc dédié à l'étude des RDE. Donc vous avez ici la petite chambre annulaire sur le banc de l'Institut P'. Donc l'objectif de la thèse, ça va être de coupler ces 2 approches à l'injecteur type IMP, que j'ai appelé IMP, où on va partiellement pré-mélanger, sur la maquette du banc de l'Institut P', et ensuite de faire des simulations qui vont permettre de valider l'approche numérique et d'augmenter, de compléter les résultats expérimentaux, notamment sur le mélange qu'on a dans la chambre. Donc la première étape de la thèse, ça a été d'adapter l'injecteur breveté sur la maquette de l'Institut P'. Donc on part de cette géométrie que vous avez à gauche. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça à fabriquer, qu'il fallait peut-être passer par de l'impression 3D métal, qui coûte cher, qu'on ne gère pas très très bien pour l'instant. Donc on a préféré modifier un petit peu la géométrie pour pouvoir la fabriquer de manière conventionnelle et à un coût plus réduit. Donc c'est la géométrie que vous avez à droite, que j'appellerai item par la suite. Donc ça reprend les grandes caractéristiques de l'injecteur initial. On a toujours 3 canaux avec une petite préchambre ici. Mais voilà, c'est plus simple à fabriquer. Donc, très bien, on a designé, on a fait une belle CAO, mais est-ce que les performances en termes d'injection et de mélange sont aussi bonnes que l'injecteur initial? Donc pour ça, j'ai fait des simulations, j'ai repris les travaux de Thomas Gaillard pour faire des simulations sur un moteur hydrogène-oxygène. Donc ici, vous avez le champ de température moyenné. En fait, là, on replace toujours le front de détonation à la même position, donc ici, ce qui nous permet de garder la cohérence sur le champ qu'on a dans la chambre. Donc on voit qu'on a à peu près les mêmes caractéristiques, peut-être une couche un peu moins diffuse ici, peu importe. Et si on regarde le mélange juste devant le front, là c'est selon la petite ligne noire, on se rend compte que les deux permettent d'avoir un mélange à peu près de la même qualité, voire même un peu mieux avec le nouvel injecteur ici en bleu. Donc le nouvel injecteur semble fonctionner bien, très bien. On voulait aussi le tester avec différents ergols, puisque l'hydrogène-oxygène, ça a un peu de recul, mais maintenant il y a beaucoup de moteurs avec le méthane. Ça peut être intéressant de voir si ça fonctionne avec le méthane. Donc comme ça coûte cher quand même de faire ces simulations-là, on va utiliser une autre stratégie qu'on appelle des simulations de réinjection. On va juste simuler un seul injecteur. Donc je ne rentre pas trop dans le détail encore une fois, mais le principe c'est d'avoir une condition initiale hétérogène dans la chambre et dans l'injecteur, ce qui va nous permettre de modéliser le passage de la détonation et la détente qui s'ensuit pour avoir une injection représentative de ce qui se passe dans les R2. Donc vous avez la petite animation là, c'est des simulations assez courtes et très peu chères. Et on se rend compte que aussi bien hydrogène ou méthane-oxygène, on a à peu près les mêmes caractéristiques en termes de mélange. Donc on a fabriqué cet injecteur qui semblait fonctionner pas mal numériquement, et on l'a testé sur la chambre de P'. Donc ici vous avez les dimensions en millimètres de la chambre. On allume en sortie via un prédétonateur. En fait c'est juste un petit tube où on va initier une détonation qui va ensuite être transmise dans la chambre.
Et on a différents capteurs de pression, ici P1, AP5, qui nous permettent de mesurer, lorsque le front de détonation passe sur le capteur, une montée en pression. Et du coup, comme on en a positionné à différents endroits, on peut remonter au nombre de fronts, à leur vitesse, ce qui sont des caractéristiques importantes sur la performance. Donc voilà, typiquement, c'est ce qu'on va obtenir ici. On a différents pics qui représentent les passages de la détonation. Et en fonction du déphasage plutôt entre les capteurs, on peut remonter au nombre de fronts. Donc on a testé 2 injecteurs, donc l'injecteur item que je vous ai présenté précédemment, et un injecteur que j'appellerai triplet, qui est représentatif en fait de ce qui existe déjà dans la littérature et qui nous fait un point de comparaison avec ce qui existe déjà. Donc un essai, c'est très court parce qu'on ne refroidit pas les parois. C'est la petite vidéo que vous avez ici vue de sortie. Donc on est limité à peu près à 1 seconde, mais comme la détonation va très vite, on a à peu près 10 000 cycles de détonation, 10 000 périodes de la détonation. Donc on a déjà des régimes stables, c'est largement suffisant pour nous. Et du coup, là, c'est une petite vidéo de l'allumage. On a le petit tube de prédétonation ici, et on va réallumer, on va avoir une transition de la déflagration vers la détonation dans la chambre. Donc pareil, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est une jolie vidéo à vous montrer. Tac. Au niveau des résultats qu'on a obtenus expérimentalement, on a ici, en fonction du flux de masse dans la chambre, le rapport entre la vitesse de la détonation expérimentale, D, et la vitesse théorique, DCJ. En fait, ça a été montré que ce rapport de vitesse est lié au mélange qu'on a dans la chambre devant la détonation. Donc si on a un très bon mélange, on va avoir une détonation qui est proche de sa vitesse théorique. Donc on a plusieurs effets sur ce graphique. Tous les points expérimentaux réalisés lors de la thèse sont en couleur, et ce qui vient de la littérature est en noir. Donc, ce qui nous permet aussi de nous comparer. Donc si on change l'injecteur, on voit qu'on augmente déjà la vitesse de la détonation. On passe de entre 50 et 65% en rapport de vitesse à plutôt 70 voire 90. Et surtout, l'effet de l'espace annulaire également, donc c'est les points verts et les points bleus, on passe de 70-75% de la vitesse à plutôt 90. Et ce 90-là n'avait jamais été obtenu sur un RDE méthane-oxygène. Donc c'est une aussi des avancées de ces thèses qui démontre l'intérêt de l'injecteur qui a été développé à l'honneur. On a aussi réalisé des visualisations à travers une paroi en quartz. Donc là, on a toute la chambre qui est visualisée, et on a juste au centre le cylindre métallique. On a les ergols qui sont injectés par le bas et qui sortent par en haut. Donc on a la détonation qui tourne, comme attendu. Et du coup, à partir de ces visualisations, on peut déjà avoir, en faisant des moyennes toujours phasées, on peut obtenir un peu plus d'informations sur la forme du front, la forme de l'écoulement et du dégagement de chaleur. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais on peut avoir, par exemple, la hauteur du front. On voit que la détonation elle se propage plutôt proche de l'injection, ce qui est un indicateur d'un bon mélange tout le long dans la couche de mélange consommé. Et aussi, on a peu de déflagration devant le front. On n'a pas de signature lumineuse, en tout cas, on n'arrive pas à les capter. Donc c'est plutôt, pareil, un bon point de cet injecteur-là. Comme on a beaucoup de résultats expérimentaux, on peut les utiliser pour valider des simulations. Donc l'idée, ça a été de simuler un essai expérimental et de comparer. Donc on simule juste une demi-chambre parce que sur le point testé, il y avait 2 ondes. Donc on est toujours sur du méthane-oxygène avec un débit de 160 grammes par seconde, légèrement riche. Je ne rentre pas trop dans le détail des méthodes numériques, mais ça a été réalisé avec le code CEDRE et via une allocation GENSI. Donc on peut comparer avec l'image que je vous montrais juste avant. Ici, on a le champ simulé de chimiluminescence, si vous voulez, donc la lumière émise par la combustion. Donc on retrouve les caractéristiques précédentes qu'on a vues lors des expériences. Donc un front de 15 mm à peu près. Et à droite, vous avez les mesures de pression dans l'expérience et dans la simulation. Donc on voit qu'on reproduit les pics périodiques liés à la détonation. Donc on reproduit la vitesse de propagation de l'onde, mais également les niveaux de pression. Là, on est toujours autour de 5 bars, aussi bien dans l'expérience que dans la simulation. Et également, derrière le front, il y a des petites choses un peu particulières qui se passent et qu'on a pu voir et comprendre grâce au calcul. Donc, avec le calcul, maintenant, on a accès à la composition, à la structure du mélange qui est consommé par la détonation. Donc, c'est les tracés que vous avez ici. On a à gauche le rendement de mélange et la richesse devant le front. Donc, on a quelque chose qui n'est pas stratifié, c'est-à-dire qu'on a un plateau de richesse, ce qui n'est pas toujours le cas dans les RDE, c'est plutôt l'inverse qui est vu. Donc, ce plateau, il nous permet d'espérer en tout cas un rendement de combustion assez élevé. On a un rendement de mélange qui augmente le long de la couche de mélange et qui est à peu près des niveaux de ce qu'on avait anticipé lors des simulations de réinjection. Et du coup, à droite, c'est un histogramme de la composition que vous avez devant le front,
Donc pareil, on a quelque chose qui est plutôt bien mélangé entre 0,6 et 1,4 en richesse, et un petit peu dispersé autour. Mais voilà, ça reste quand même plutôt correct. Donc en fin de troisième année, j'ai aussi réalisé des essais avec une restriction en sortie, donc avec un col pour se rapprocher de l'application industrielle, et différents mélanges. Donc je ne vous ai pas montré les résultats hydrogène-oxygène, mais on a aussi fait du hydrogène, oxygène, azote, en gros hydrogène-air si vous préférez. Et du coup, pour la suite, après la thèse, on pourra penser à faire des études sur l'aérodynamique de la chambre. Comme on a vu que de passer d'un espace annulaire de 5 mm à 10 mm, ça avait beaucoup d'influence sur les régimes qu'on obtenait. Ça peut être intéressant d'essayer de pousser un peu plus loin et d'optimiser cette géométrie-là. Et également d'utiliser des ergols liquides, donc par exemple du kérosène ou des ergols cryogéniques. Donc il y a beaucoup d'études à l'étranger sur ce sujet, sur les R2E. Donc là, quelques exemples à l'international. Mais il faut voir qu'avec les études qui ont été réalisées à l'ONERA, l'ONERA et la France de manière générale est encore dans la course sur ces moteurs-là. Donc voilà, moi je soutiendrai fin septembre. Voilà. Merci pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.